Vous allez avoir une conférence sur le développement Linux d'une version particulière de Linux qui s'appelle Helix. Donc M. de Saint-Amand travaille sur cette version, il va vous expliquer tout ça, il va vous expliquer un peu l'historique de Linux, d'où c'est parti, où est-ce que ça va, comment on y arrive aujourd'hui et pourquoi pas le futur de Linux, etc. Les rapports entre Linux, Windows, Mac, etc. Vous allez avoir des explications sur tout ça. Des explications techniques aussi sur la fin, puisque vous verrez que ceux qui seront intéressés, alors là, pas tout le monde, hein, a priori, mais ceux qui seront intéressés pourront travailler sur un petit projet que M. de Saint-Amand va vous proposer à rendre pour janvier. Projet qui vous rapportera des points open, évidemment, si vous participez dessus, et en plus des cadeaux et votre nom. Et votre nom présent à une distribution Linux, ça peut être sympa quand même, hein, d'avoir son nom référencé dans une vraie distribution Linux. Voilà. Donc la conférence démarre maintenant. Elle devrait se terminer vers 16h, 16h30 à peu près, suivant les questions. Hein. Donc merci d'être respectueux du silence dans la salle comme vous le faites en ce moment, c'est très bien. Et voilà, de poser toutes vos questions à la fin si ça vous intéresse, de comprendre un petit peu, un peu plus ce que c'est que ce monde du développement Linux et ce qu'on peut en faire. Voilà. Je passe la parole donc à M. de Saint-Amand qui va vous faire cette conférence. Bonjour. Je vais être poli avant tout. Donc, je représente la société Système Helix, qui est une société qui gère une version de Linux, d'un système Linux. Et je vais vous parler aujourd'hui un tout petit peu de... je ne vais pas éloigner le micro, j'ai compris. Sur Linux et Système Helix. C'est aussi bête que ça. J'imagine qu'il y a parmi vous ceux qui connaissent très bien Linux et d'autres connaissent peut-être un peu moins bien. Alors, je vais faire le parcours général historique. Tant pis pour ceux qui connaissent déjà ces dates-là. Voilà. Je pense que vous serez d'accord avec moi si je dis que pour le grand public, même peut-être encore aujourd'hui, il n'existe pratiquement que deux systèmes, macOS et Windows. Et en tout cas, ils ont toujours cru d'être pris en otage entre ces deux systèmes. Mais si on regarde un peu le parcours historique, c'est pas vrai du tout. Parce que dès le début, bien avant la naissance macOS, voilà un peu d'histoire, en 1969, il y avait quelque chose de très important, c'est la date de naissance de Unix. Unix, c'est le système qui tourne encore aujourd'hui, mais qui en plus a donné la naissance à tous les systèmes d'aujourd'hui d'une manière directe, comme c'est le cas pour Linux ou pour Mac OS X, ou d'une manière indirecte, comme c'est le cas pour Windows, qui s'en est inspiré, entre guillemets, parce que Microsoft s'inspire, c'est-à-dire qu'il prend. Donc en 1969, il y a Kenneth Thompson et Dennis Ritchie, que vous voyez ici, qui ont créé Unix. Unix, le système international qui nous a donné Shell. Shell Unix, c'est le premier Shell créé. Bon, Clinton n'a rien fait, il a juste donné un prix à ces deux messieurs-là. Ce qui est très important, que pendant longtemps, dans les universités, dans les instituts, c'est Unix qui tournait partout sur les serveurs, mais aussi sur les machines. Il fallait attendre 1977, date très importante, deuxième, où un autre Unix a donné la naissance à Unix BSD. En fait, c'est juste une Unix qui a été développée par une société qui a donné son nom, BSD, la société BSD, à cette version d'Unix. Mais ce qui est important, c'est que cette version d'Unix donnera naissance en 1999 à Mac OS X, que vous avez maintenant, si quelqu'un est Mac, est là sans aucun doute un dérivé de Mac OS X, et même iPhone aujourd'hui, OS, etc., ce sont des dérivés de Mac OS X, et qui n'ont rien à voir avec les précédentes versions de Mac. Entre-temps, en 1984, il y a eu un événement planétaire. Et quand je dis planétaire, c'est plutôt au niveau du continent américain, puisque ça s'est passé au fait même un tout petit peu en avant, pendant le Super Bowl. On a eu pour la première fois la publicité pour une machine très bizarre, avec un nom bizarre, et qui s'appelait Macintosh. Dès le début, Mac a mis énormément de moyens, parce que vous devez savoir que la publicité pendant Super Bowl, c'est la publicité la plus chère des États-Unis. Donc, ils ont investi énormément dans cette petite machine
dont on ne peut pas vous montrer des extraits parce qu'ils sont protégés par copyright, mais je peux vous dire que ça ressemblait à un shell tout bête, même pas très colorié, avec l'invention plus tard de la souris, invention, paraît-il, les messieurs de Mac ont visité avant justement l'installation de ce qui va devenir plus tard BSD, qui travaillait sur une version nouvelle de Unix. Ils sont revenus avec un shell et avec une souris. Pour la justice, il faut dire que plus tard, Microsoft a volé la souris à Mac. Donc voilà, tout se transmet, tout se vole dans ce monde-là. Comme c'est protégé, c'est du vol. Si c'était open source, ça serait tout simplement de transmission. Mais en 1985, seulement à une année de différence, on a eu un autre événement très important. C'est la naissance de Windows 1. Alors, vous l'avez jamais vu, vous avez de la chance parce que je l'ai dans ma collection privée. Pourquoi vous l'avez jamais eu? Parce qu'à peine elle est sortie, elle a été tout de suite retirée du marché à cause d'un nombre incroyable de bugs. Ça peut-être apporté poisse à Windows, mais depuis, rares sont les versions de Windows qui n'ont pas eu dès le début des mésaventures de bugs et encore aujourd'hui. Donc ça ressemblait à ça, espèce de shell coloriée. On se déplaçait, il n'y avait pas de souris, on se déplaçait bien sûr avec le clavier. Donc c'est assez élémentaire. Là, ça sera un peu amélioré pour Windows 2. Le vrai succès, ça sera bien sûr Windows 3.1. Pareil, Windows 3, il a été mis sur le marché et tout de suite retiré, remplacé par Windows 3.1 à cause d'un nombre de bugs trop impressionnant. Entre-temps, en 1983, une date très importante pour le monde open source, c'est la théorisation de ce que va devenir plus tard Linux par un Américain qui s'appelle Richard Stallman, qu'on connaît plutôt sur RMS, parce que c'est son pseudo dans tous les scripts, dans tout ce qu'il a publié. Et qui a publié, en fait, l'idée de création d'un logiciel GNU basé sur Unix. L'idée était née surtout en voyant ce qu'on faisait déjà Mac et Windows en préparation, cette dérive commerciale qui me déplaisait énormément, puisque la machine devait nous libérer complètement de travail, on devait devenir tous des gens qui ne travailleraient plus jamais, les robots travailleraient pour nous. C'est pas tout à fait le cas, mais on va y arriver. Donc, on voit bien qu'au niveau de l'essence déjà, ça se passe tous en la même période, 83, 84, 85, pour la naissance du système qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Linux, macOS et Windows. Et qu'avant eux, il existait déjà Unix. Alors quand on dit que DOS était utilisé dans le Windows, le premier Windows, c'est un DOS modifié qui appartenait à IBM, même s'il était écrit par Microsoft, il appartenait à IBM. Au fait, elle est très inspirée du shell de Unix, à tel point que certaines commandes sont en fait copiées tout simplement au niveau de fonctionnement. D'autres ont été modifiées. Et aujourd'hui, l'état est tel que si vous connaissez les commandes DOS, vous pouvez sans problème travailler sous shell Unix, puisque shell Unix a mis les alias pour tous ces noms étrangers. Par contre, le contraire n'est pas du tout possible. Alors, il faut attendre pourtant 1991, la date mythique, puisque c'est à cette époque-là où un simple étudiant finlandais va bouleverser le monde en créant Linux. C'est Linus Torvalds qui a créé le premier noyau Linux au monde. Et le noyau que vous trouvez aujourd'hui dans vos téléphones, smartphones, si vous avez comme moi un Android, vous avez forcément le noyau Linux de M. Torvalds. Dans les tablettes, dans les télévisions, dans votre Freebox, dans tout ça, à l'intérieur, c'est quelque chose que ce monsieur, plutôt ce jeune homme, puisqu'à l'époque il n'avait que 21 ans, a inventé. Comment ça s'est passé? C'est très simple. Il était un tout petit peu, disons, énervé par le mauvais fonctionnement de leur serveur de l'université d'Helsinki qui était sur Unix. Ils avaient du mal, les étudiants avaient du mal de se connecter, le réseau marchait mal. Je pense que c'est un tout petit peu les problématiques qui doivent vous parler. Ça arrive partout.
Il était tellement énervé qu'il a décidé de comprendre pourquoi son i386, qui tournait sur Munix, Munix était une version allégée de Unix pour les postes. Pourquoi ça ne marchait pas? Pourquoi ça se déconnectait? Pourquoi il avait du mal à se connecter? Et pour cela, il s'est plongé dans la conception, enfin, d'abord dans l'étude du noyau de Munix. Il a trouvé énormément de failles. Il a contacté le créateur de Munix, qui a dit quoi? Un petit étudiant va me donner une leçon. Non, non, monsieur. Ayez d'abord autant de diplômes que moi, après on verra. Linux qui dit bon, aucun problème, on va créer notre propre système. Il a mis pratiquement 1 an à écrire le système, qui dès le début était posé déjà sur copyleft, GNU, et à la fois en respectant toutes les normes qui étaient à l'époque connues comme POSIX. Ce qui a fait que quand il a fini son travail s'adaptait parfaitement sur 90% des machines existantes, puisqu'il utilisait les standards. Alors, ce travail a été publié en 1992 sur un site finlandais très très gratuit. Et il faut savoir que, bien sûr, qui tournait sur Unix, il faut savoir qu'à l'époque, ce projet s'appelait Linux Unix de Linux. Mais la longueur de nom de dossier était limitée. Donc, pour mettre ce dossier avec ce projet-là sur le serveur, ils ont abrégé en Linux. C'est comme ça que, tout à fait par hasard, le nom Linux a été né et que la fabuleuse histoire de Linux a commencé. Alors, aujourd'hui, Linus Torvalds, c'est aujourd'hui, cette année-là, il continue toujours à superviser la création la compilation de Linux, l'ajout de nos matériels dans Linux, dans le noyau, bien qu'il pourrait facilement arrêter ça, puisque sa fortune personnelle aujourd'hui est estimée à 150 milliards de dollars. C'est un milliardaire. Bon, il faut savoir que la plupart n'appartient pas à lui. Sa fortune perso va faire à peu près 10% de ça, le reste appartient à la fondation. Alors, entre 92 et 99, on a eu à peu près une cinquantaine de distributions Linux qui sont nées. Parce que Linux a produit tout de suite l'effet d'une bombe. Dans le sens que c'était un système qui s'adaptait parfaitement sur le nouveau matériel, qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus réfléchi que tout ce qui a existé avant lui. Aujourd'hui, on compte à peu près, en 2013, il y a eu 350 versions de Linux officielles. C'est pour dire que les distributions sont très nombreuses aujourd'hui. Mais avant de parler un tout petit peu de Linux aujourd'hui, on va voir les différences qui peuvent exister entre Linux, macOS et Windows. Donc, vous connaissez tous Windows, donc je ne vous apprendrai pas grand-chose dessus. Vous connaissez sans doute Mac aussi un tout petit peu, Linux peut-être un peu moins. On va commencer au fait par la logique commerciale. Donc, comme je disais, dans la logique commerciale, Linux est basé sur copyleft GNU. Qu'est-ce que c'est copyleft? C'est le contraire de copyright. Copyright interdit la copie, copyleft encourage la copie. Quant à GNU, c'était créé justement par Salman, comme on a vu tout à l'heure. La licence GNU se compose de 4 principes qui vont décider de l'avenir en fait, de Linux. Le premier principe, la liberté d'exécuter le logiciel pour tout usage. C'est-à-dire que le logiciel créé sur Linux, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour les raisons, une raison commerciale que pour une raison personnelle, sans aucun problème. Donc jusque-là, il n'y a rien de révolutionnaire. Deuxième, la liberté d'étudier le fonctionnement. Là, ça a déjà commencé à être pas mal. D'adapter à vos besoins, c'est-à-dire à modifier, ce qui exige bien sûr l'accès aux sources. Il faut savoir que Microsoft n'a jamais publié ses sources, jusqu'aujourd'hui. Elle a publié certaines parties qu'il a ouvertes, qu'il a rendues publiques, mais par exemple la source du noyau n'a jamais été publiée. C'était déjà une nouvelle révolution. Mais deuxième chose, il fallait aussi la liberté de distribuer des copies, c'est-à-dire que vous avez le droit de copier tant que vous voulez votre logiciel et le donner à qui vous voulez. Et surtout la quatrième,
c'est l'obligation de faire profiter toute la communauté des changements que vous avez faits. Ce qui a fait que le développement de Linux n'a pas coûté grand-chose depuis cette époque-là. Parce que la plupart des changements ont été faits par des individus simples, des étudiants parfois. Parfois, il y a même des lycéens qui ont apporté des changements. Et donc, vous allez me dire, mais si comme ça on crée un logiciel Linux, comment peut-on le vendre? Ben, effectivement, si vous créez un logiciel pour Linux qui, bon, vous n'allez pas réinventer le vélo, vous allez utiliser déjà quelque chose qui existe pour Linux, ne fût-ce que pour utiliser la bibliothèque d'affichage, etc., etc. Donc vous tomberez automatiquement sous la licence GNU. Ça veut dire que votre logiciel, vous serez obligé de publier les sources. Très peu de chances qu'il y ait beaucoup de monde qui achète votre logiciel s'ils peuvent le compiler à partir des sources. Bon, il y aura des paresseux qui disent « Oh, j'ai pas envie de perdre du temps, je l'achète déjà compilé. » Et voilà, mais dans ces cas-là, ce n'est pas votre logiciel qu'ils vont payer, c'est votre travail de compilateur. Vous avez compilé pour eux, pour leur ordinateur. Donc, il fallait que Linux trouve un autre moyen de gagner de l'argent. Je dis la fortune personnelle de Linux, 150 millions. C'est pas mal déjà. Comment il a fait ça? D'où il a trouvé? Il sortait tout simplement d'une famille très très simple. L'université d'Helsinki n'est pas connue pour être l'élite financière du monde. Ils ont essayé de trouver donc financement par 5 € principe. Il y a d'autres, mais disons ça, la base qui est restée la même. D'abord, les accords avec les fabricants. Ceux qu'utilise aujourd'hui, par exemple, Google, parce que bon, vous connaissez Android, Linux le plus connu aujourd'hui en France. Android est gratuit. Rien ne vous empêche de le télécharger gratuitement, faire des changements et les répondre à toutes les exigences, ou pratiquement toutes, d'un GNU Linux. Par contre, Android a passé, par exemple, l'accord avec Samsung pour que Samsung, lui, reverse une partie de ses ventes. Et en échange, pas seulement Google adapte Android pour les machines que fabrique Samsung, mais en plus, il fait la maintenance. Adaptation de nouveaux logiciels, etc., etc. Donc ça, c'est la chose la plus simple, mais n'est pas possible pour tout le monde. Si demain vous allez voir Samsung et dire « je crée un logiciel, je veux un accord et tout », peut-être vous ne serez pas tout de suite pris au sérieux. Donc il y a le moyen des fondations. Fondation, ça fonctionne très simple d'ailleurs. Vous allez voir que tous les moyens de financement de Linux sont toujours orientés entreprise et non pas l'utilisateur final, c'est-à-dire vous. Fondation, c'est quoi? C'est des entreprises qui sont intéressées par le développement dans le logiciel, parce qu'elles l'utilisent par exemple. Et ils savent que pour cela, il faut que dans le monde de Linux, la communauté soit grande. Et donc, ils investissent l'argent dans la fondation, l'argent qui déduit de leurs impôts, donc ça ne leur coûte rien du tout. Et la fondation va reverser la partie de cet argent-là à ses membres selon le nombre d'utilisateurs qu'ils ont. Par exemple, si demain vous installez sur votre ordinateur type, bah, c'est un, je sais plus, centième de centime qui va tomber dans sa poche. Et plus il y a d'utilisateurs, plus d'argent tombe dans la poche de type. Après les fondations, il y a la maintenance. Car qui d'autre que le créateur d'un système peut maintenir parfaitement le système? Donc la maintenance, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup aujourd'hui. Par exemple, le créateur historique Red Hat, le Linux américain, qui vit beaucoup grâce à la maintenance, parce qu'il maintient en fait les serveurs pour les grandes entreprises qu'ils vendent. Après la maintenance, il y a la publicité. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas très bien vu par le monde de Linux. L'exemple le plus simple, c'est Google Chrome, qui ramasse l'information sur vous, qui le revend après en tant que profil commercial à des publicitaires. Donc c'est généralement très moyennement vu. Et enfin, il reste la cinquième, c'est les logiciels payants. C'est-à-dire vous créez un logiciel payant pour un système Linux libre que vous vendez. Les exemples sont nombreux. Red Hat, puisqu'on a parlé, quand il vend en fait son serveur, a priori le cœur de serveur est gratuit puisque c'est de Linux. Par contre, tous les utilitaires qui rendent que Red Hat est très facile à manipuler dans le cadre des grandes entreprises comme Total, par exemple, ces utilitaires-là, ils sont payants. Donc, il les vend, et en plus, il les vend
par maintenance. C'est-à-dire que c'est un abonnement de maintenance qui s'enchaîne tout de suite derrière. Ou l'autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez Antidote, c'est un logiciel québécois qui a conquis à peu près la planète francophone. C'est un correcteur d'orthographe et de grammaire très très fort. Ah, si vous ne savez même pas lire deux mots, il vous corrige toutes les fautes. Magnifiquement bien, mieux que tous les autres correcteurs. C'est un logiciel payant qui a été lancé d'abord pour Linux, après adopté sous Mac et fatalement sous Windows aujourd'hui. Et ça marche. On achète sa version de Linux gratuite, même si on peut la compiler soi-même. Parce que les utilisateurs qui achètent ça, ce n'est pas un technicien qui a besoin d'un correcteur d'orthographe, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le travail avec la langue, ça peut être un professeur, ça peut être n'importe quoi, mais qui n'est pas forcément le technicien. Non, pour lui, compiler, c'est du boulot. Il faut trouver quelqu'un qui compile. Alors, on les achète. Après, chez macOS, c'est très très simple, c'est la vente des machines. Ils vendent beaucoup plus cher que la machine ne coûte. Techniquement parlant, je ne veux pas offenser tous ceux qui ont des Mac, mais si cette machine-là n'était pas Mac, elle ne coûterait pas la même chose, tout simplement. Ils vendent ça parce qu'ils ont leur propre kernel, ils utilisent leur propre kernel, qui ne peut s'installer que sur les machines qui sont dans le kernel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez installer sur votre PC un macOS, c'est possible, avec beaucoup de travail, mais il est beaucoup plus facile de le mettre dans la machine virtuelle, où là, ça passera les yeux fermés. Donc, il faut aussi dire que macOS, depuis 1999, c'est un source partagée. C'est-à-dire que vous pouvez pratiquement lire pratiquement toutes les sources de Mac. Par contre, beaucoup de sources, vous n'avez pas le droit de modifier. Donc, Mac partage énormément depuis 1999 avec Linux au niveau de logiciels. Donc, c'est le développement qui se fait plus souvent par les communautés Linux pour ces logiciels. Alors, Windows, ça c'est des sources fermées. Le secret, ça règne en maître chez Microsoft, à tel point que si vous travaillez chez Microsoft sur un logiciel, vous n'avez même pas le droit de transmettre des données directement à une autre personne qui travaille sur le même logiciel. Vous devez passer par votre supérieur, qui, s'il juge nécessaire, transmettra votre message à votre collègue. Le résultat, c'est le système le plus buggé au monde. Franchement, il y avait une commande qui amusait beaucoup de monde sur Windows 7. Il fallait taper dans CMD une commande qui, une fois exécutée, affichait la fenêtre qui répondait, affichait le texte suivant en français. Windows est nul. Pourquoi en fait? Bien sûr, la machine voulait dire que la demande d'une variable Windows que vous avez entrée n'était pas remplie, donc elle était nulle. Mais le langage fait que ça avait un gros message au milieu d'écran, et donc beaucoup de monde s'amusait à le faire. Des bugs comme ça existe sans arrêt. Mais le pire, c'est au niveau de maintenance. Du coup, comme il y a beaucoup de bugs, la maintenance est encore plus complexe, parce que vous ne voyez pas la vision finale de ce que vous fabriquez. J'ai travaillé chez Microsoft. Après mes études, j'étais obligé de faire un stage, puisque c'est Microsoft qui a payé en fait mes études d'informatique. Donc on était obligé quand même de rendre entre eux. Et c'était très simple, c'était très chic. Moi qui ne connaissais pas du tout la vie américaine, open space, tout le monde te frappe sur l'épaule, t'es copain avec tout le monde, c'est magnifique. Vous êtes assis, donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois sur des codes qui s'occupaient au fait de renvoi d'appels des boutons sur des fonctions que j'ai jamais vues. Alors je n'ai aucune idée à quoi ça servait. Ça se trouve c'est dans une bombe atomique, ça se trouve c'est dans un jeu pour les enfants, aucune idée. Aucune idée. Le pire, c'est l'exemple qui m'a servi en fait tout de suite, qui m'a dégoûté de Microsoft, c'est ça, c'est qu'on était plusieurs, bien sûr, à travailler, et à côté de moi il y avait un camarade à moi qui était très joyeux. Et le premier jour, quasi la veille de la pause, il y a un responsable bien habillé, pas comme nous, costume cravate, qui passe, qui le frappe sur le dos. Il dit: ah, chouette, Frenchy, qu'est-ce que tu fais là? Il dit: bon voilà, je suis en train de coder. Il s'est fait virer tout de suite, parce qu'il a dit ce qu'il faisait. Tout simplement. Donc, par rapport à la logique commerciale des sources fermiers,
d'autre solution que vous faire payer vous, utilisateur final. Ça se passe parce qu'ils ont des accords avec des entreprises, je ne sais pas, qu'est-ce que je vois là, Asus, NC, etc., qui le reversent au fait, c'est-à-dire que vous augmente le prix d'ordinateur pour que vous payiez la licence que Microsoft leur a vendue. Donc c'est vous finalement, et bien sûr vous pouvez acheter par vous-même, installer par vous-même. Dans ces cas-là, c'est vous qui payez. Il faut dire que les sommes sont assez astronomiques parce que Windows 8 a été annoncé avant la sortie à 15 €. Juste avant la sortie, le prix passait à 30 €. Il est sorti à 60 € et quelques mois après, il est devenu 120 €. C'est en France, hein, juste pour voir. Donc les prix évoluent assez librement chez Microsoft. Je ne sais pas combien il coûte aujourd'hui parce qu'il y a des siècles qu'on n'utilise plus Windows chez nous. Donc, et depuis quelques temps, il fait aussi des ventes de machines, comme c'est-à-dire avec la Surface que vous avez vu la publicité. Il a piqué ce principe-là chez Apple. Il essaye de faire comme lui, c'est-à-dire la machine qui est prévue pour le système, forcément, le système va tourner mieux sur une Surface que sur notre ordinateur, puisqu'il est adapté mieux au système. Passons maintenant à la logique de développement, ce qui vous touche plus enfin. Le problème est là, c'est que chez Linux, à force d'utiliser la licence de GNU, il n'y a qu'une seule solution, c'est s'appuyer sur une armée des développeurs bénévoles. Vous pouvez participer à Linux sans aucun problème, mais d'une manière bénévole. Et il n'y a pratiquement pas de développeurs payés. Il y a très rares distributions de Linux qui payent les développeurs. Ils payent l'administration, aucun problème. Ils payent plein de choses, les développeurs, très très rares. Par contre, vous pouvez créer, si vous avez de la chance, un contrat avec une distribution qui dit que si la distribution a du profit, il va vous reverser un pourcentage. Mais comme en attendant toutes les distributions sont gratuites, vous n'avez pas de pourcentage. Donc, Linux, c'est un développement communautaire. Il y a une communauté qui développe pour tout le monde peut participer. Au fait, ce n'est pas vos diplômes qui vont servir de tri, c'est la complexité des codes. Si un gamin de 15 ans est capable de modifier le code de X, le système de fichage comme ça s'est passé il y a quelques années, aucun problème, personne ne lui a demandé qu'est-ce qu'il a fait comme des études. Il a compris, il a appris, il a tout compris. Par contre, si vous êtes ingénieur avec 30 ans d'expérience, vous êtes incapable de comprendre le code, tant pis pour vous. C'est aussi simple que ça. macOS est un développement privé et communautaire. C'est depuis macOS 10 qu'il y a eu l'approchement entre Linux, entre autres le partage et l'ouverture de CAPS. CAPS, c'est le système d'impression de macOS, qui était donné en pâture aux Linuxiens, puisque tous les Linux aujourd'hui utilisent ce système d'impression, mais aussi c'est les Linuxiens qui le développent. C'est-à-dire que le développement de CAPS, qui appartient toujours officiellement au Mac, ne lui coûte plus aucun centime. Il supervise, il met sa signature. Quant au Windows, bien sûr, c'est le développement privé. Mais le développement privé, ça coûte très très cher. Je vous donne l'exemple d'un logiciel que vous connaissez tous, GIMP. J'ai participé, j'ai créé un petit bout de code à ce logiciel-là, il y a des années. Sauf que dans la nouvelle version, vous ne trouverez plus mon nom, parce qu'il y a eu une décision prise de ne mettre dans les crédits que les développeurs qui ont apporté vraiment un grand potentiel. Moi, c'était un code de 3 lignes, c'est vraiment pas grand. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nombre de développeurs qui ont participé à la dernière version de GIMP est 6000 développeurs. Qui peut aujourd'hui payer 6000 développeurs pour un seul logiciel? Je pense même pas à Windows, hein, parce que 6000 c'est énorme. Les développeurs, ce sont déjà des ingénieurs comme vous, quand vous allez finir vos études. Ce sont des salaires très importants. Alors, passons à la logique publicitaire. Là, hélas, il faut dire que déjà, il y a très peu de sociétés qui s'occupent de la distribution de Linux orientée grand public, et donc qui ont besoin de la publicité. La plupart, quand même, travaillent surtout pour les entreprises. Et après, s'il y a le grand public, tant mieux pour eux. Il y a Ubuntu, c'était la première distribution qui était orientée grand public, qui essaie de faire un peu de publicité, mais quand même, c'est plutôt sur Internet, et le plus souvent, c'est de bouche à oreille, comme partout
d'ailleurs, c'est-à-dire qu'au fait, le budget publicitaire de Linux, c'est à peu près 0 €. En 2013, le budget publicitaire de macOS était 1,2 milliard d'euros. Dollars, c'est pratiquement la même chose. Rien que la publicité que vous avez tous vue avec les gens qui sont très joyeux et dansent parce qu'ils ont une nouvelle surface, cette publicité qui est sortie simultanément dans le monde entier, c'est la publicité la plus chère de l'histoire de l'informatique. Il a coûté 2 milliards $. Je suis trop européen, je dis toujours. C'est 2 milliards $. Donc, on ne connaît pas le chiffre exact du budget publicitaire de Windows, mais elle est forcément plus lourde que 2 milliards $. Alors, il faut dire que la publicité, c'est le talon d'Achille de Linux. D'une part, parce qu'il est très disparate, il y a beaucoup de sociétés, et il n'y a pas de budget unifié. Alors, logique virale. Alors, on peut dire aujourd'hui que Linux est celui qui s'en sort mieux. Pour la simple raison qu'il procède à une distinction complète de l'administration des utilisateurs et qu'il utilise beaucoup des langages interprétés comme Perl ou Python ou même CPP. C'est des langages qui sont analysés avant d'être exécutés, ce qui réduit potentiellement des possibilités pour un virus de s'exécuter, puisqu'un virus va être compris par des buggers comme vous pouvez, ça sera une faute au fait de programmation, donc il va tout simplement ne pas exécuter ce passage-là, tout bêtement. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on dit, même si ce n'est pas totalement vrai, mais on dit qu'en quelque sorte Linux est insensible au virus. En plus, avec l'utilisation courante des systèmes de type serveur-client, par exemple pour la messagerie, là avec un système de Windows, c'est tout simplement un client qui va se connecter sur le serveur distant, avec les systèmes de Mozilla, au fait, elles vont passer par son propre petit serveur virtuel, ce qui permet entre autres à Mozilla, une fois que Mozilla, par exemple Mozilla ou Firefox, est fermé, s'il y a eu dans la mémoire virtuelle quelque chose, des virus, des choses comme ça, ils sont tués tout simplement, puisqu'ils sont passés par un serveur virtuel. Ce qui fait que s'introduire aujourd'hui sur Linux, c'est possible, mais la progression est très très complexe. Et franchement, qui voudrait perdre des journées entières pour entrer par exemple sur mon ordinateur à moi, franchement, il n'y a pas grand chose à trouver financièrement parlant. Et pour toute la piraterie, le moteur principal, c'est l'argent. Alors, donc on dit aussi qu'il est insensible aux intrusions, même si c'est quand même... il y a sans doute parmi vous qui voudraient essayer, aucun problème, vous pouvez essayer. Pour le Mac, on dit également qu'il est insensible au virus pour la simple raison qu'il utilise maintenant le système type Linux. En fait, c'est un kernel qui est très proche de Linux, qui est tiré de UnixBSD, et qui prend à son compte tout le partage qui existe entre Mac et Linux. Donc on peut dire, même si on a déjà recensé 9 virus pour Mac, 9 depuis combien d'années? Depuis 1984. Ça va. Il y a pire. Par contre, il est très sensible aux intrusions. Pourquoi? Parce qu'à cause de ses droits, il ne peut pas donner l'accès aux sources de certains de ses composants. Et donc, il va donner le droit à l'utilisateur, grâce à la commande sudo, par exemple, d'utiliser des parties du kernel. Sauf que le kernel, c'est un noyau. À partir du noyau, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous avez entré sur un Mac, et si vous craquez le mot de passe d'utilisateur, vous pouvez utiliser sudo, vous pouvez entrer sur le noyau, vous pourrez effacer le système. Enfin, pas entièrement, mais en grande partie. Donc la force de nuisance est beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'il y a, à ma connaissance, aucun serveur qui tourne sous Mac. Il pourrait, techniquement parlant, puisqu'il n'y a rien qui empêche. Mais il y en a aucun. Quant au Windows, on se demande parfois s'il n'a pas été inventé pour les virus. Parce que le business d'antivirus, c'est quand même très lucratif. Et le nombre, je ne connais même pas le nombre exact de virus. Mais ce qui est pire aussi, c'est à cause de la logique de Windows. Quand
quand Microsoft découvre, enfin, plutôt Windows découvre, puisque c'est séparé un peu de Microsoft, découvre une faille, tant qu'il n'y a pas suffisamment de pression médiatique, il ne s'en occupe pas, parce que ça coûte de l'argent. Il faut payer des développeurs qui vont étudier le code, chercher le buffer de code et tout ça, ça coûte très très cher. Donc, ce qui fait que le chiffre officiel de Microsoft, là, la correction d'un bug mineur prend en moyenne 45 jours chez Microsoft. Il est de 5 jours chez Linux. Parce qu'il y a une armée incroyable de petits utilisateurs derrière qui découvrent des failles, et les failles sont corrigées tout de suite, dès qu'elles sont découvertes, puisque ça ne coûte rien de les corriger. Ce qui fait pour dire en gros que Linux aujourd'hui est la machine la plus sûre. C'est pour ça que, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais je crois que 70% de serveurs web sont aujourd'hui sous un DRLL de Linux. Parce qu'il y a moins de maintenance, puisqu'il y a moins de data, etc. etc. Bon, il y a du travail quand même, parce que vous avez déjà eu sans doute votre serveur web qui a été planté, etc. Alors, voilà un petit aperçu d'image sur ce thème que vous trouverez facilement sur Internet. J'ai pas eu le temps de traduire en français, mais le sens est tout à fait compris. J'aime particulièrement celle-ci, avec une nouvelle mise à niveau de Linux. Ah, chouette, il y a une mise à niveau, Windows pas encore. Et chez Mac, bah, c'est 90 centimes, mais à payer. Pas beaucoup, mais chez Mac, on paye toujours. D'ailleurs, il faut dire que même les dernières mises à niveau de Mac, ça dépend de quelle version vous passez avec elle, mais parfois vous êtes obligé de payer jusqu'aux 40 € hein, pour la mise à niveau. Tandis que logiquement, elle est gratuite. Logiquement, elle est gratuite. Bon, la dernière, vous pouvez apprécier aussi, surtout le Mac qui, voilà, je suis très très belle. On adore le Mac pour leur design, mais voilà. Passons aux choses sérieuses. Quelques dates clés pour retenir l'histoire de Linux et pour terminer avec ça. Donc 83, théorisation de Linux. 91, création du premier kernel Linux. 93, création de Red Hat aux États-Unis, qui est encore aujourd'hui vraiment l'entreprise qui propage Linux dans les grandes sociétés comme Total, qui est passée il y a, je crois, pratiquement 2 ans sous Linux au niveau de son investissement. Et c'est Red Hat, bien sûr, qui a été choisi. Il s'oriente vraiment vers ça, mais en plus, il a permis le développement de Fedora, qui est Linux très utilisé aujourd'hui, et qui est le père de tous les Linux de type RPM. Alors, en 1994, c'est création de Debian en Allemagne, qui lui est forcément le père de tous les devs, y compris Ubuntu, Mint, ou je ne sais pas ce que vous utilisez couramment pour Linux. Alors, après 98, c'est une date importante pour nous parce que c'est le premier Linux français qui a été créé. Je vais vous faire remarquer que c'est le 3e pays au niveau développement dans Linux au monde, juste après les Allemands et les Américains. Et on était créé donc la société Madrac, qui est maintenant devenue Mandriva et qui a été vendue et qui revient quand même sur open source de nouveau en France. Elle a été créée en 1998. En 2004, création d'Ubuntu, qui est très important parce que c'est la première distribution de Linux tournée grand public. Jusque-là, ça s'adressait plutôt à des gens techniquement à un certain niveau. 2001, création de macOS 10, qui mélange donc les composants Linux et Unix, et qui, ce qui est très important, partagent leur propre logiciel avec Linux. 2006, PlayStation 3, que quelqu'un peut-être déjà eu quand on était plus jeune, elle passait sous Linux. On installait souvent Ubuntu, etc., des choses comme ça. Bon, c'est pas le cas avec la PlayStation 4, mais PlayStation 3, c'était ça. C'était juste un petit signe. Donc après, en 2007, la création d'Android, qui est Linux le plus connu aujourd'hui dans le monde, je pense. Voilà. Il n'était commercialisé qu'en 2009, hein, mais quand même, les premières versions d'Android qui étaient diffusées que pour les techniciens, elles existaient déjà, vous pouvez les tester. En 2009, Microsoft contribue au kernel de Linux. C'est pour la première fois qu'il en fait, met de l'argent dans Linux. Il s'inspire, entre guillemets, parce qu'il font pas mal de choses. Entre autres, il a beaucoup pompé sur KDE, un des bureaux de Linux, au niveau
de la création de Windows 7. En 2011, 90% de superordinateurs dans le monde tournent sous Linux. En 2012, 60% de mobiles, c'est-à-dire tablettes et smartphones, sous Linux. Je suis désolé, mais Mac, Apple ne possèdent que 17% du marché de mobiles. Après, donc bien sûr, il y a aussi quasi la totalité complète de tout ce qui est, on appelle les systèmes embarqués dans les télés, dans votre Freebox ou enfin une autre box. C'est quasi totalité, ce sont des Linux. En 2013, c'est 63% de tout type de serveurs et la majorité de serveurs web. Et en 2014, ça c'est la nouveauté, ça vient de sortir, le nouveau PDG de Microsoft a fait cette déclaration magnifique. Microsoft aime le Linux. Et qu'est-ce qu'il propose? Ça commence par ouverture de l'Office complètement. C'est-à-dire aujourd'hui, les utilisateurs de Linux peuvent utiliser Microsoft Office sans payer un seul centime. On dit que les utilisateurs de Windows doivent acheter des licences. D'autres choses, c'est qu'à partir, les dates officielles diffèrent. Fin décembre, début janvier, vous aurez sous vos téléphones, que ce soit iPhone ou que ce soit smartphone, sous Android, la possibilité d'utiliser, en attendant la liste gratuitement, pareillement Office. Mais dans la version complète. Pas complète, il y aura le Word, Excel, PowerPoint, voilà, des choses les plus courantes. C'est pas tout. La prochaine monture de Microsoft Office va utiliser le format ODT par défaut. C'est pas grand chose, mais ça montre un signe de la part de Microsoft pour se tourner vers le monde Linux. Pire, Windows 11, paraît-il, pourrait, ça c'est pas le président, ce sont d'autres importants personnages de Microsoft qui disent, pourrait tourner sous le kernel de Linux. Il pourrait en fait faire exactement la même chose qu'a fait Mac OS X à l'époque, passer sous un autre kernel. C'est déjà très envisagé parce que faut savoir qu'aujourd'hui, la subdivision Windows, c'est la subdivision de Microsoft qui perd de l'argent. Tandis que Games, la subdivision hyper connue, ça nourrit tout le monde. Et le dernier président de Games a frappé sur la table en disant j'en ai marre de payer pour Windows, il faut que je fasse quelque chose. Donc toutes ces ouvertures-là, on va voir des actes, mais en attendant, c'est vraiment avec le nouveau staff qui a été complètement modifié chez Microsoft, parce que au fait, qui détient Microsoft, ce sont des petits retraités, des fonds de pension. Les petits retraités, ils achetaient plein d'ordinateurs sur Linux et ils disent « Comment ça se fait que mon Office ne marche pas? Microsoft Office ne marche pas sur Linux. » Ils disent « On a oublié de créer l'interface pour Linux, qu'est-ce qu'on fait ?» On rend en attendant l'accès à Windows Online, Office Online, qui est la version en ligne de partage d'Office et qui est compris dans votre, je crois dans les licences étudiants déjà 70 € d'Office. Quand vous êtes Linuxien, vous êtes reconnu, vous vous inscrivez, mais c'est gratuit pour vous. Alors, passons maintenant à des choses sérieuses, à la composition de Linux. Parce que tout ça c'est très bien, mais de quoi se compose Linux? C'est très important ça va. Pour pouvoir déjà parler, Linux se compose. C'est très schématique, hein? C'est très schématique. De cette partie très essentielle, le kernel, qui au fait, c'est lui qui s'appelle Linux. Il faut savoir que Linux, à proprement parler, c'est que le kernel. Le reste, ça s'appelle la distribution de Linux. Deuxième partie, c'est les commandes simples type bash qui permettent de manipuler tout simplement le kernel. Et le terminal Unix, ce qui est très important, c'est le même sous Mac et sous Linux. À la troisième partie, c'est le système de fichage qui est X. Pareil, c'est le même qui est utilisé sous Mac et sous Linux. Et son Windows Manager, qui est plus utilisé par Linux que par Mac. Il a écrit son compte sur Windows Manager. Après, dessinateurs de fenêtres, style GTK, TK, Qt. Bon, ça c'est les trois le plus connu, mais il y en a plein d'autres.
Le bureau, le bureau c'est tout ce que vous voyez, utilisateur, barre, gestionnaire de fichiers et compagnie, et utilitaire, c'est-à-dire tous les autres programmes qui sont propres en distribution. Donc la distribution de Linux, c'est l'ensemble de tous ces composants-là. Généralement, donc, en commun, toutes les distributions ont le kernel, puisqu'il n'y a qu'un seul kernel, il y en a 36, il change sans arrêt, mais je veux dire, c'est le même unique pour tout le monde. Les commandes simples, ils ont en commun. Le système d'affichage, disons que 90% de Linux tourne sous X. Dessinateurs de fenêtres, ils n'auront pas tous les mêmes, mais les trois les plus grands comme GTK, TK et Qt, tout le monde l'aura. Donc vous pouvez programmer facilement en Qt par exemple votre logiciel pour Windows. Après son interface graphique sera pareil sous Linux. Alors, bureau, il y a plusieurs bureaux et très souvent les plus grands bureaux existent sur toutes les distributions. Par contre, tout ce qui est utilitaire, ça c'est vraiment spécifique à chaque distrib. Par exemple, le centre d'ordinateur d'Ubuntu ne ressemble pas du tout sur le centre d'ordinateur de Mandriva, par exemple. Ce sont des utilitaires souvent assemblés en une seule interface graphique qui diffèrent une distribution de l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, franchement, il n'y a que votre goût qui peut vous orienter vers un Linux plutôt que vers un autre. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un travail magnifique qui a été fait par un passionné. Bon, la carte, je n'ai pas pu le mettre en plus grand. Chaque ligne correspond à une distribution de Linux existante. Et ça, c'est toutes les distributions qui existent. En 2013, moi, là, j'ai agrandi la partie qui ne touche que le Linux RPM, un tout petit peu. En 2013, il y avait plus de 350 versions officielles. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer comme de vraies versions qui sont connues? Il y a l'américain Fedora, l'allemand OpenSUSE et Debian, deux enfin, les allemands, le français Mageia, le français OpenMandriva, le sud-africain irlandais Ubuntu, parce que Ubuntu qui est d'origine sud-africaine, il a déménagé en Irlande, sans doute pour payer un peu moins d'impôts. Donc il est devenu européen. Donc en gros, quand on regarde, il y a Mint, il y a d'autres distributions, mais quand on regarde vraiment les distributions connues, on a une dizaine maximum. Tout le reste est vraiment très très spécifique. Puisqu'on a parlé de bureau Linux, je vais vous parler des bureaux les plus connus, et là, même ceux qui ont des Windows vont se reconnaître. Parce que le premier bureau le plus connu, le plus utilisé, parce que aussi on s'installe sur tout le système, c'est le bureau qu'on peut installer aussi bien sous Linux, sous Mac que sous Windows, c'est le KDE. KDE, c'est l'inventeur des gadgets que vous voyez là. C'est à lui que Windows a piqué sa météo et son horloge. KDE, c'est inventeur de la transparence. C'est le premier qui a fait le système avec des fenêtres semi-transparentes. Maintenant, dans Windows, c'est très 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 présent. Bon, c'est un bureau d'origine, je crois, pour ne pas vous dire de bêtises. C'est un bureau KDE allemand. C'est un bureau allemand qui est très lourd, quand même assez lourd. C'est-à-dire que si vous avez une vieille machine, par exemple comme mon petit ordinateur à moi, Dell qui date d'il y a 7 ans, KDE va les toucher. Après KDE, on a GNOME. On a annoncé il y a quelque temps la mort de GNOME, il est revenu avec la version 3, qui pareil utilise des semi-transparences, qui est très proche d'Ubuntu, puisqu'au fait Ubuntu utilise sa propre version de bureau qui est un GNOME modifié. Et donc voilà, l'aperçu, vous reconnaissez à peu près tout, le principe que la barre, comme sous Mac, est en haut. Voilà. La seule différence que sous GNOME, les lanceurs sont de côté et non pas en bas, au lieu de dock en bas. Après GNOME, on a XFCE, qui est Cocorico, c'est un français. Il très très bien s'installe sur tous les petits ordinateurs. Il est inspiré, disons, de Windows XP classique au niveau de l'ergonomie de fonctionnement. C'est un bureau avec des icônes, une barre avec un menu, l'horloge, le réseau. On a LXDE qui
semblable à XPCE, mais sauf qu'il fait je crois en Taïwan, voilà, dans le cadre qui est un peu peut-être plus limité et surtout qui n'a pas la force d'avoir un gestionnaire de fichiers aussi fort que Tunar, qui est dans XPCE. Et on a enfin Unity. Unity, comme vous avez vu, se fait le nom modifié, mais sinon c'est la même barre en bas. C'est pas les mêmes écoles, mais c'est le même principe de dos élargi de côté. Voilà. En fait, Unity, c'est quand même une tentative plus ou moins officielle de copier macOS. Alors, mais Helix, dans tout cela, vous allez me dire, je suis venu vous parler de Helix, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une distribution? Est-ce que c'est un bureau? Qu'est-ce que c'est? Pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait voir de quoi elle se compose. Alors, bien sûr, on a un bureau, que vous avez vu tout à l'heure pendant qu'on installait l'ordinateur. Le bureau est très simple, il y a une image derrière-fond. Sur le bureau, on met des icônes, comme dans tous les systèmes possibles et imaginables. Donc, il y a un bureau. On a bien sûr le gestionnaire des fichiers, qui est peut-être un peu spécifique au niveau de couleur, mais c'est un gestionnaire des fichiers, c'est pas non plus une révolution. On a des barres. La seule peut-être différence que nous on a deux, on a la barre standard type Windows en bas, avec le menu, puis on a des lanceurs que nous on les place là-haut. Bon, jusque-là, c'est comme n'importe quel bureau. Après, on a des utilitaires. On a une quantité d'utilitaires. On a une Logitech complète, c'est-à-dire à peu près comme Windows Store ou au macOS Store, à cette différence que dans une Logitech, il n'y a que des logiciels gratuits. Pas forcément open source, mais gratuits. Si c'est il y a des logiciels payants, il faut que ça s'appelle Market ou Store. On a également les collections de logiciels préinstallés, le logiciel le plus utilisé pour le grand public, que vous connaissez tous. Donc, de ce côté-là, on pourrait nous dire que nous sommes une distribution. Mais on a en plus TLL. TLL, c'est la maintenance à distance de votre ordinateur. Bien sûr, ça existe, mais aucun système ne le propose par défaut. Nous, il est installé, et par exemple, si quelqu'un utilise, vous voyez, ça c'est un ordinateur distant qu'on voit dans notre propre ordinateur, si quelqu'un utilise notre système, pour tout ce qui est des difficultés qui peuvent être liées au passage à mise à niveau ou mise à jour, cette TLL, elle est inclue dans votre partage gratuit, c'est gratuit. Vous avez vraiment derrière un technicien vivant, pas un robot, qui va effectivement vous aider si vous avez des problèmes au niveau de mise à niveau ou de mise à jour. Pour d'autres choses, bien sûr, il y a des services payants. C'est grâce à ça que notre système existe. C'est grâce à des cartes payantes de TLL que nous vendons. Et c'est comme ça aussi qu'on se propage, parce qu'il y a des techniciens qui prennent une licence chez nous, qui distribuent notre système, qui sont payés, eux, après pour les interventions. Et après, on a autre chose, c'est la création sur demande de logiciels. On compile sur demande. C'est-à-dire que quand vous êtes un peu technicien, aucun problème, vous avez votre Linux Ubuntu, par exemple, et vous voudrez utiliser le dernier avis de MUX pour, je sais pas, pour couper la publicité de votre disons n'importe quoi. Sauf que le dernier avis de MUX n'a pas encore été compilé par Ubuntu. Alors, vous allez sur le site d'avis de MUX, vous téléchargez les sources, vous compilez par vous-même. Quand c'est une mamie de 72 ou 73 ans qui a acheté un ordinateur sur Linux, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va compiler? Non. Notre système lui propose un service complètement gratuit. Il n'a que rentrer, bien sûr, son identifiant pour qu'on sache qui elle est. Et le nom de logiciel, il sera compilé, ça dépend de complexité de logiciel, mais en gros dans 72 heures maximum. Et elle recevra le lien sur lequel elle a qu'à cliquer et son logiciel sera installé directement chez elle. Donc de ce côté-là, c'est ça la nouveauté. C'est ça que nous apportons par rapport aux autres distributions. C'est ça qui nous distingue. Là, une autre chose, du point de vue de développement, nous on n'utilise que des langages de type Perl et Python pour pouvoir s'adapter facilement sur tous les
distributions existantes. Toutes les distributions existantes. Par exemple, on a parlé de TVN, et elle existe maintenant même sous Mac. Notre TVN passe maintenant même sous Mac. On a parlé de notre, je vais revenir un peu en arrière, de notre Logitech. Aujourd'hui, on est en train de la finaliser. En fait, c'est des accords qui marquent techniquement, elle est déjà prête, pour fournir des logiciels aussi bien que pour OpenMandriva, Fedora, OpenSUSE, Ubuntu et les autres Debian également. On a déjà tout préparé techniquement, on attend juste les signatures des accords. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra utiliser notre système d'une manière indifférente par rapport à l'appareil qu'on a acheté. Je vais revenir un tout petit peu pour vous montrer donc en détail notre système. Donc je vous montrer, c'est très très simple, simplicité évangélique. Le bureau, vous mettez si vous voulez vos raccourcis. On a une barre avec le réseau, le niveau de poterie, le volume, le montage des clés. La seule peut-être différence déroutante par rapport au monde Windows, chez nous la poubelle se trouve dans la barre et non pas sur le bureau. Bon, c'est pas non plus. Voilà. De ce côté, on a le menu, très très gros, où sont rangés tous les logiciels, selon la catégorie, et aussi l'accès à notre magie. Et on a les lanceurs, bien sûr, on peut en ajouter les lanceurs le plus gros. Bien entendu, qu'est-ce qu'il voit l'utilisateur quand il achète notre ordinateur? L'ordinateur commence par quoi? Il commence par le démarrage. Dans le démarrage, vous pouvez voir un petit rond tourné, comme chez Ubuntu, sur un fond un peu bizarroïde, violacé, couleur un peu bizarre. Sous Mac, vous entendez un bling bling bling, après l'écran s'éclaire. Il y en a, je sais pas, une petite corde, ça apparaît, c'est ça, avec le temps. Voilà. Sous Windows, vous regardez défiler Windows pendant 45 secondes, 1 minute 45, et enfin, après vous voyez. Voilà. Juste l'exemple de différence. Sur une machine moderne, notre système démarre en 8 secondes. C'est-à-dire entre l'appui sur le bouton et l'apparition de l'écran de connexion à votre session, il se passe 8 secondes. Le problème que nos systèmes sont très souvent installés dans les TPE et dans les écoles sur le matériel qui date un tout petit peu. Là, ça va prendre 30, parfois même 45 secondes. Alors, par rapport à ça, je voudrais au fait vous parler comment est développé notre système. Nous, on travaille avec les groupes de développement. On a 4 groupes de développement, où dans chaque groupe, il y a un administrateur qui, au fait, prend nos commandes en quelque sorte de modification et qui les envoie à tous ceux qui sont inscrits dans le groupe. On a dans les groupes beaucoup des gens qui travaillent par ailleurs comme ingénieurs ou comme sont des techniciens. On a pas mal d'étudiants, on a même des collégiens qui sont inscrits, aucun problème. Et on a créé 4 groupes qu'on a appelés d'une manière très 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 poétique et franco-française, puisque notre logiciel n'existe qu'en français en même temps. On a appelé Athos et forcément D'Artagnan. On n'a pas cherché trop loin, mais vous savez, c'est les 4 noms qui sont peut-être connus dans le monde entier. Alors, on a 4 groupes de développement. On va commencer par le groupe Athos, puisque c'est le premier. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est graphisme, de tout ce qui est démarrage, de tout ce qui est la session, même connexion à la session, et médias d'installation. Parce qu'on sort au mois de décembre, le nouveau média d'installation, une clé pour des non initiales informatiques. Vous mettez la clé au démarrage de l'ordinateur, on vous demande juste de choisir votre langue et confirmer que vous acceptez les conditions, et c'est tout, il installe tout seul. Sans aucune intervention, sans aucune demande, sans le partitionnement de disque dur, ce qui est toujours très problématique quand on ne connaît rien. Quand on installe un Linux et vous demande de partitionner
le disque dur. Alors, deuxième partie, c'est donc Aramis, qui lui il fait tout ce qui est outils script qui travaillent en Golang, Python, PHP. Les scripts sont intégrés dans d'autres logiciels, donc ils manipulent directement le kernel, donc ils sont très souvent en Dash. Tandis que Python PHP, ça nous permet de s'adapter sans problème sur 32, 64 bits et sur n'importe quel système, y compris, on a fait déjà des tests, mais on n'a pas encore parfumé. Peut-être l'année prochaine on va lancer une version de système Linux pour Mac. Le Portos, là il s'occupe exactement de tout ce qui est le plus lourd, BAR, et de SpaceFM, qui est un gestionnaire de fichiers très très puissant et qu'on devrait porter sous Python. Et donc en ce moment on est sur le stade de recherche des participants pour le porter sous Python. Et D'Artagnan, qui s'appelle exclusivement de portage multi-Linux, c'est-à-dire que le logiciel, parce qu'à part ça, on a d'autres petits utilitaires qu'on fabrique aussi, pour qu'il s'adapte surtout le Linux, toutes les distributions possibles, et aussi la magie, donc notre Logitech, entre autres, cette équipe s'occupe aussi on recherche des participants à des projets. Par exemple, on nous a posé la question comment ça se fait que parmi votre jeu, il n'y a pas de bridge très utilisable. Alors c'est vrai que le bridge c'est quand même pour le troisième âge surtout, donc on n'a pas pensé, on n'a tout simplement pas pensé, alors on a lancé tout simplement un appel, on a trouvé un développeur français qui a développé pour nous un bridge, tout simplement. Alors, dans le cadre de ce travail-là, comme je vous disais, on fait souvent appel à des futurs ingénieurs, des étudiants, parce que vous pouvez apporter quelque chose de nouveau, une vision nouvelle, qu'on n'a pas forcément quand on a travaillé pendant 4-5 ans après ses études, et on a déjà des habitudes, surtout chez nous en France, qui sont très très entamables. Je vous donne un exemple, on travaille, un de nos plus grands collaborateurs, il est indien, d'Inde. Il s'est baigné, il a passé son enfance dans cette logique d'endéisme qui est très différente par rapport à nous et qui le pousse à mettre toujours en question les choses préétablies. C'est-à-dire que là où pour un affichage, on ne va pas se taper la tête, on va prendre par exemple le glib, une librairie de partage très connue, et on va l'utiliser. Lui, il a cherché contourner ça. Ce qui fait que pour le même problème, là où notre script prenait 15 pages à 4, si on le prenait, son script ne prenait qu'une seule. Et qui fonctionne parfaitement et qu'on n'a pas trop à modifier parce qu'il a vu une autre vision. En fait, sa culture l'a poussé à voir autrement ce script-là. Et quand il a créé ce script pour nous, il avait, je pense, 20 ou 21 ans. Alors, à ce niveau, je voulais vous proposer un petit projet. Projet par rapport à ce que vous faites aussi avec M. Lioré. C'est un projet tourné un tout petit peu, à la fois un tout petit peu de programmation, très peu, mais surtout tout ce qui est graphisme. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, quand l'ordinateur démarre, il affiche d'une manière successive 3 petites images. C'est là, et c'est là. Bon, disons que c'est très simpliste comme démarrage, on aurait pu faire mieux. Le problème, il y a plusieurs problèmes, donc il ne faut pas que ce soit très long. Parce que comme je vous ai dit, certains ordinateurs démarrent sous 8 secondes, donc si vous faites 10 images, on ne les verra tout simplement pas. En sachant qu'on utilise Playmood pour le démarrage, Playmood ne se charge pas tout de suite après l'appui. Donc vous avez un petit moment où votre écran est noir, avant que Playmood prenne le relais. Et donc sur un ordinateur moderne, par exemple, on ne voit que les 2 premières images. Et pourtant, elles sont mises 1 seconde. Mais le temps que Playmood démarre, qu'il installe tout, qu'il lance la 2e image, voilà, on est passé à l'écran de connexion. Après, un autre problème tout à fait technique, c'est que ces images-là, qui sont de simples PNG,
mais ils vont être lancés dans un environnement où la transparence n'existe pas. Donc, c'est au moins de faire des images totalement carrées. On est obligé de mettre l'arrière-plan de la même couleur que la couleur de l'écran entourant. Sauf que la couleur de l'écran va donner un RGB décimal. C'est-à-dire que certaines couleurs qui passent parfaitement bien sous un environnement normal avec PNG ne passeront pas dans un environnement de shell, puisqu'on est encore dans l'environnement de shell. Ce qui fait que Ubuntu a cette couleur affreuse, violacée, parce que c'est la couleur qui passe très bien dans tous les environnements. Ce qui fait que vous voyez, le bleu en dehors, c'est le bleu de notre charte graphique qu'on utilise partout sur le site. Mais pour notre démarreur, on était obligé de le modifier. On ne le voit pas parce que bon, enfin, ça passe très vite, on ne le voit pas, et c'est différent. Parce que ce bleu-là, tout simplement, ne passait pas dans l'affichage décimal de RGB. Alors ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'il ne faut pas beaucoup d'images parce que il ne faut pas que Plymouth soit trop lourd pour se charger, il faut qu'il soit très rapide. Donc 3-5 images maximum. Par contre, leur disposition sur l'écran, ça peut se trouver où vous voulez, aucun problème. Donc ce que je voulais vous proposer, c'est des projets d'écriture d'un thème Plymouth. Pour nous, bien sûr, le thème est retenu, bah, ça sera le thème qui sera intégré dans le système, avec vos crédits dedans. Et je peux vous dire que quand vous venez pour l'embauche, avoir participé à des systèmes, c'est quelque chose de très important. C'est ça qu'on va regarder, parce que c'est bien, vous avez appris des choses à l'école, mais est-ce que vous avez vraiment de la pratique, travailler dans une entreprise? Donc ça, c'est la première chose qu'on vous promet, l'intégration, ça dans notre système. Et bien sûr, après, il y aura quelques petits cadeaux d'entreprise. On vous offrira les clés avec nos systèmes, on vous offrira des petites choses comme ça. Tout ce qui porte nos logos, ce qu'on appelle les produits dérivés. Alors, pour tous ceux que ça peut intéresser, il est très très simple, il suffit de nous envoyer un mail à cette adresse-là, et on va vous envoyer pour le retour de mail un fichier zip où vous donnez l'adresse pour le télécharger, si vous préférez, qui contient déjà notre thème de Plymouth actuel, les instructions comment on peut tester le thème de Plymouth. Si vous êtes sur Linux, c'est aucun problème, le Plymouth est installé par défaut. Si vous êtes sur Mac, il faut l'installer, mais aucun problème, ça c'est un problème. Si vous êtes sur Windows, c'est un peu plus problématique, il faut installer des logiciels supplémentaires pour pouvoir le visualiser. Mais on peut facilement travailler sans le visualiser, puisqu'il suffit tout simplement trouver la couleur correspondante pour l'arrière-plan et après travailler que sur les images. Au niveau de programmation, vous allez voir, c'est une programmation de type, ça ressemble à Bash. C'est très simple, une commande simple. Et tout ça, c'est expliqué dans le fichier texte J1. Donc on a choisi Zip parce que justement vous pouvez l'ouvrir partout. Sinon, il y a aussi des targets pour ceux que ça intéresse. Voilà en gros le projet que je voulais vous proposer. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. En tout cas, toutes les propositions sont bienvenues. Alors, je pense qu'au niveau de temps, on est bien. Est-ce que vous avez des questions posées par rapport à Linux en général? Donc, notre système est forcément membre de Fondation Linux. Donc, on n'est pas encore suffisamment distribué pour percevoir de l'argent de la Fondation, mais ça va venir. On travaille en collaboration avec Apple, avec HP, qui sont nos plus grands partenaires, et qui investissent un tout petit peu de l'argent dans notre système. Il faut savoir qu'on est beaucoup plus intégré dans les distributions étrangères que françaises. Comme d'habitude, nous le fait dans son pays. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur la distribution, sur Linux en général ou sur notre système, welcome. Votre distribution, on se la procure comment sur votre site Voilà, sur le site Système LX, généralement, vous pouvez télécharger, installer, et il y a toutes les étapes. On s'installe même, on s'est fait un ennemi, parce que notre distribution s'installe très très bien sur Ordissimo. Je ne sais pas si vous
connaissez Audissimo. C'est un fabricant français qui fabrique des ordinateurs pour des personnes âgées. Au fait, il a pris le noyau Linux et il a mis dessus une messagerie, un navigateur, je ne me rappelle plus quel board, un type de board, en fait, et quatrième logiciel. C'est très primitif, c'est des grandes icônes, sauf qu'il y a un grand problème, elle a verrouillé tous les accès, et généralement vous achetez l'ordinateur, après vous achetez une nouvelle imprimante et ne marche pas avec. Donc du coup, nous on s'est fait des ennemis parce qu'ils sont sur le marché depuis pratiquement 15 ans, et nous on s'installe d'une manière parfaite avec un seul clic sur leurs ordinateurs. Donc vous pouvez installer facilement votre système en le téléchargeant, et si vous voulez changer de distribution, c'est possible. On peut la tester sur VMware. Oui, sans problème. Donc on utilise beaucoup les machines virtuelles, donc aucun problème. Vous testez sans problème. D'autres questions? Oui. Si, on peut toujours entrer partout. On peut toujours entrer partout. Vous avez vu les gars qui ont entré sur le serveur des FBI. Alors ça va. Je peux dire que c'est plus facile. C'est vachement facile. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur un Mac sans problème, sans avoir des... Il suffit de très peu de connaissances techniques, de bons outils par contre, aucun problème, et vous pourrez progresser. Tandis qu'au fait, sur Linux, le problème c'est que votre entrée passe par un client. Vous êtes dans un client forcément, donc il faut passer du client au serveur, une porte à franchir. Vous allez franchir un autre serveur, vous faites dans le serveur, mais côté utilisateur, vous ne pouvez faire pas grand-chose. Il faut franchir une autre porte pour passer ne fût-ce que sur un autre utilisateur. Donc, par exemple, si vous voulez s'introduire sur un ordinateur multisession pour voler des... je ne sais pas, pour prélever des informations sur, par exemple, les carnets d'adresse de tous les utilisateurs, il vous faudra franchir tant de portes, vous perdrez tant de temps que financièrement, ça ne vaut pas la peine. Sinon, techniquement, tout est possible, aucun problème. Je ne vous donnerai pas de ficelle, mais c'est possible. Vous avez qu'un seul numéro de sécurité à franchir ce Mac, et après, ça y est. Tandis que quand les mots de passe sur Linux sont d'une manière redondante, c'est-à-dire votre mot de passe ne sert que pour vos documents à vous. Le super utilisateur va servir de tout ce qui est système. Il pourra changer certaines choses dans vos documents, mais il ne pourra pas changer d'autres. Donc en fait, personne n'a le mot de passe magique qui permet de faire ça. Même si c'est le super utilisateur, bien sûr, il faut plus de pouvoir de connaissance. Ce qui permet de faciliter un petit peu, mettre plus de difficultés pour le placement dans un dossier. Le financement, c'est quoi? Alors, nous, maintenance, beaucoup en attendant, parce que comme j'ai dit, au million de fondations, on n'atteint pas encore les minimums, parce qu'il y a le minimum d'utilisateurs. Alors, le système comme ça rendu en public n'existe que depuis 1 an. Alors, au début, au lancement, il y avait 2 entreprises et une classe d'une école qui tournait sur notre système. 1 an après, on a 86 entreprises. On a une centaine d'utilisateurs enregistrés, parce que vous pouvez ne pas vous enregistrer, donc on ne connaît pas dans ces cas votre existence. Et on a 3 institutions privées d'enseignement qui ont passé complètement sur notre système. Donc tout ça, ça gère bien sûr la maintenance. Je vous dis, dans une école où le professeur n'arrivait pas à brancher l'imprimante, au lieu de s'enquiquiner, il nous appelait nous. Voilà. Par rapport à la maintenance, comment ça fonctionne? C'est le serveur VNC qui est utilisé. Le serveur VNC, vous connaissez, non? C'est le principe simple par rapport aux autres serveurs, c'est que sur votre poste, vous n'aurez rien du tout, aucun port, rien du tout. C'est nous qui prenons le risque pour vous. Vous nous contactez généralement par téléphone, et on ouvre encore chez nous pour que le flux vidéo arrive. Et donc on a accès qu'à 2 choses. On a accès à la souris, et bien sûr à l'écran, mais à l'écran que sous GUI, c'est-à-dire tout ce qui est prédémarrage de démarrage, bien sûr on ne le verra pas. Il faut savoir aussi que sur Linux, il y a une protection toute bête, toute simple,
certains mots de passe, ça dépend en fait hiérarchisation que vous avez installée. Par exemple, dans Red Hat, le mot de passe administrateur ne peut être composé que d'une manière manuelle sur le clavier. Il faut vraiment un appui physique sur le clavier. Vous ne pouvez pas ni le coller, ni le provoquer, ni envoyer un signal au système comme quoi il y avait une touche appuyée. Non, il faut vraiment un appui physique. C'est tout bête, mais du coup, au fait, pour craquer le mot de passe, il faut venir derrière l'ordinateur. C'est pas toujours pratique. D'autres questions? Ça va? Assez clair? Non? Écoutez, dans ces cas-là, je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas à marquer l'adresse. Et si vous avez besoin, vous voulez plutôt une carte, vous nous donnez une carte. Vous nous contactez pour ce projet-là. Alors ce projet-là, la date de fermeture, c'est le 15 janvier. Parce que la nouvelle version sort au mois de février. Donc on va quand même tester avant. Le minimum. Et après, vous devez voir avec votre professeur, M. Luret, qui va dire comment ça sera noté pour vous au niveau de votre participation. Vous avez parlé du projet, vous avez un endroit avec une définition exacte du projet. Pardon? Vous avez un fichier avec une définition exacte du projet. Voilà, exactement. Je vais faire l'exemple de ce qu'on tourne aujourd'hui avec tout le fichier du texte joint, avec toutes les explications. D'accord. Les versions élémentaires, c'est vraiment pas la peine que je vous en parle, c'est à la portée de l'autre. On cherche à simplifier au maximum. Vous avez vu la devise, c'était simple et meilleur. On essaie de simplifier au maximum.